est-ce que, par exemple, certains, je prends un exemple très caricatural, mais qui va parler à tout le monde, est-ce que certains, à un moment donné, l'État prévoit que certains citoyens aient plus de droits que d'autres? C'est un processus. Est-ce qu'à un moment donné, certains citoyens n'ont plus accès à certains espaces publics? Voilà, alors qu'ils n'ont pas été condamnés, etc. Donc, dans le débat interdit, j'ai pris la situation de la Hongrie, hein, notamment voilà, dans les années 30. De la même façon, pour démontrer qu'il y a eu des processus similaires. Ces processus, j'avertis, je pense que nos auditeurs doivent le savoir quand même, mais je pense qu'ils vont revenir. Ils vont revenir parce que le but, et comme le présente très bien Vera Sharaf dans son documentaire Plus jamais ça, et comme elle le présente aussi en préface de mon livre, donc une ancienne survivante, donc elle connaît très bien les processus. Hein, et elle sait très bien d'où ça vient aussi. Hein. J'ai écrit un petit livre, un petit opuscule qui s'appelle l'Internationale nazie, qui part d'un constat d'Hannah Arendt dans les années en 1945, je crois, et je formule des hypothèses, mais ces hypothèses ne sont pas démenties du tout par exemple Vera Sharaf ou par d'autres survivants de certaines pratiques du pouvoir mondial. Je pense notamment aux survivants des réseaux pédophiles à très haut niveau et qui ont rencontré des figures à très haut niveau. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un projet qui n'est pas un projet seulement d'asservissement de l'être humain, qui est un projet d'annihilation. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, alors, est-ce qu'il réussira? C'est une autre question, mais il y a un projet depuis des décennies sur lequel on peut remonter, on peut trouver les financements, on peut trouver les penseurs, on peut trouver tout ça. Et donc ce projet de totalitarisme mondial vise notamment à la transformation de l'être humain pour à la fois lui supprimer tout ce qui dérange dans son humanité, notamment son aspiration, on va dire, à la liberté, etc., et en faire un être au mieux un objet marchand. Et on peut se rappeler, j'ai repris une phrase que dit Orwell, qui nous a quand même écrit 1984, et l'inversion des mots, hein, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, etc., puisqu'on en est là. Hein. Eh bien, quand il fait ses réflexions sur la guerre d'Espagne, il dit qu'il a lu des articles de journaux qui n'avaient aucun rapport avec les faits. Il dit « J'ai lu le récit de grandes batailles, là où il n'y avait eu aucun combat, puis pas une ligne quand des centaines d'hommes avaient été tués. J'ai vu des soldats qui avaient bravement combattu, dénoncés comme traîtres et lâches, d'autres qui n'avaient pas essuyé un seul coup de feu, salués comme les héros de victoires parfaitement imaginaires, tandis que les journaux de Londres prenaient à leur compte ces mensonges et que des intellectuels zélés y allaient de leur battage émotionnel sur des événements qui n'avaient jamais eu lieu. » Les sujets, on voit qu'aussi il y a toute une entreprise de corruption des sujets que travaillent des gens intègres, ou qui ont à cœur, en tout cas, d'être sur l'intégrité de leur sujet. Et parfois, c'est même porté dans nos rangs, c'est-à-dire qu'on a des gens qui s'improvisent dans des sujets qui ne sont pas les leurs. Voilà, et ils n'ont aucune compétence à se prononcer sur ces sujets-là, mais ils vont s'improviser et puis ils vont caviarder ou corrompre notre discours. Quand je dis notre, par exemple, voilà, on pourra parler de l'éducation sexuelle. Il y a maintenant tout un collège d'experts, de psy, d'avocats, etc. Et puis maintenant, il y a des gens qui parlent en notre nom, qui ne parlent pas, et qui racontent des choses fausses. Et donc, il est très important de regarder de quelle place quelqu'un parle. Qu'est-ce qu'il faisait il y a 10 ans? Qu'est-ce qu'il faisait il y a 20 ans? Hein, moi, quand je parle de pédophilie, encore une fois, en 2013, il y a une traçabilité. J'ai écrit un livre aux éditions universitaires d'UNO qui est paru en 2013, qui est donc le fruit d'une longue expérience avant. Ma collègue Amandine Lafargue, elle a 22 ans d'expérience professionnelle dans les abus sexuels infantiles. C'est pas quelqu'un qui arrive et qui va dire ah ben maintenant je vais parler de ça. Et c'est très dérangeant parce que personnellement, je suis de plus en plus dérangée par le fait que je rencontre, y compris des phrases entières que j'ai pu dire il y a 2 ans, ou dans mes livres, dans la bouche d'autres personnes qui, dans le même temps, donc ne me citent pas, et dans le même temps, mettent autre chose de confusion dans le message et de confusionnant,
et c'est très, très problématique. Je commence à de moins en moins le supporter. Ça fait longtemps que je le remarque, mais je le supporte de moins en moins. Or, donc, cette corruption de la langue, parce que ça commence par là. Donc, l'historien grec Thucydide, de 5e siècle avant Jésus-Christ, que je cite régulièrement, hein, dans la guerre du Péloponnèse, indique bien qu'on a changé la valeur des mots pour servir une propagande de guerre. Donc, il faut modifier le langage. Les puissants le savent. Ils ont besoin, pour asseoir leurs ambitions, de modifier les langues pour qu'on finisse par accepter des situations, des passages à l'acte, des asservissements, des esclavages. Voilà, donc tout ceci, c'est de la manipulation de la langue. On avait Sénèque au 1er siècle après Jésus-Christ, le philosophe, qui nous a bien expliqué que d'après lui, toutes les dégénérescences politiques intervenaient au même moment qu'il y avait une dégénérescence de la langue. Pour les stoïciens, c'était d'abord la corruption des mœurs qui entraînait la corruption de la langue, et pas l'inverse, mais on peut lier les deux de toute façon. On voit. Et donc, l'appauvrissement de la langue, l'appauvrissement de nos racines linguistiques, l'appauvrissement de la logique, l'appauvrissement des méthodes de transmission, etc., ça fait très longtemps, c'est une corruption. Ça entraîne l'appauvrissement de nos représentations, l'appauvrissement de nos perceptions de la réalité qui nous entoure, de nos sentiments. Et ça finit par des anesthésies émotionnelles face à des situations humaines qui sont intolérables. Et on finit même par les justifier, comme on l'a vu, comme on le voit tous les jours. Il y a toujours une justification de la barbarie. Le harcèlement, c'est la méthode du totalitarisme, c'est la méthode utilisée par le profil paranoïaque. Ce qui est très important, c'est encore une fois cette inversion, c'est-à-dire que, en théorie, dans une société civilisée telle que l'humanité se l'est construite, un être humain a des droits inaliénables qui ne peuvent pas être aliénés. Or, ce qui se passe, c'est que nous avons une fraude juridique consistant à nier le droit au motif d'une exception qui en fait devient une règle. Alors, la première chose, et ça fait très longtemps, et j'en parlais donc l'année dernière donc dans cette intervention, c'est que les grands théoriciens de philosophie du droit depuis des siècles ont bien expliqué que le droit ne peut pas contenir en lui-même sa propre négation. C'est-à-dire qu'une constitution qui est censée garantir des droits ne peut pas contenir en elle-même son contraire, c'est-à-dire la suspension des droits. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est une première arnaque juridique. Et c'est très important de regarder l'évolution du droit depuis 2001. 2001, avec ce changement de paradigme du monde, avec le terrorisme. Le philosophe italien Giorgio Agamben en a beaucoup parlé et c'est extrêmement important d'aller regarder ce qu'il dit, où il explique que c'est à partir de 2001 où il y a un asservissement de la population au titre de cet état d'exception. Alors, cet état d'exception, il a plusieurs conséquences dans la suppression progressive des droits des citoyens et la mise en esclavage. Et ça fait des années que c'est en cours. Alors, il se trouve que voilà, dans mon expérience de vie, j'ai vu des choses j'ai vu les choses se faire. Par exemple, la fameuse loi de rétention de sûreté sur laquelle on a alerté à l'époque, parce que il faut regarder à quel endroit le droit commence à être attaqué, parce que il est bien évident que ceux qui ont un intérêt à attaquer le droit vont aussi mettre en scène les situations qui vont justifier cette attaque du droit. Donc, si on laisse se grignoter le droit, on va avoir la multiplication en fait de ces situations. Donc, la loi de rétention de sûreté, c'est le démarrage. Donc, il y a pour moi plus d'une dizaine d'années, c'est là que voilà, c'est le démarrage entre la confusion, par exemple, chez l'individu entre l'intention et l'acte. C'est pre-crime dans Minority Report, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir va prêter des intentions à des individus, et tout ceci est extrêmement gravissime. Et alors, pour finir sur ces attaques du droit,
ces attaques du droit qui sont l'ambition totalitaire. Hein. Agamben rappelait que le nazisme n'a été qu'un état d'exception, en fait. Eh bien, nous sommes passés, et je renvoie à des articles que j'ai écrits récemment dans l'Antipresse, dans lequel j'ai ma rubrique hebdomadaire, sur la loi de programmation militaire, sur lequel Virginie Darault-Jorecchia a travaillé donc, sur cette loi qui a été votée en août 2023. J'y ai apporté aussi des considérations d'ordre philosophique et nous sommes encore au travail sur ces textes. J'ai identifié qu'on était même passé de l'état d'exception à un état d'urgence. À la limite, ça peut être confondu. Mais là maintenant, c'est encore plus sophistiqué, c'est quelque chose de complètement inédit, c'est un nouveau concept, on va dire, c'est l'état de menace. C'est-à-dire la moindre menace qui pourrait éventuellement arriver sur interprétation du président de la République. Donc, tout ceci est une évolution vers la suppression totale des droits fondamentaux de l'être humain. Je ne parle pas de citoyen, je parle de l'être humain, des droits fondamentaux de l'être humain. L'extension progressive à tous les citoyens des techniques d'identification autrefois réservées aux criminels. Hein, ça veut dire on nous applique des techniques et on veut nous appliquer de plus en plus des techniques d'identification autrefois réservées aux criminels. Agit immanquablement sur leur identité politique. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'identité n'est plus fonction de la personne sociale et de sa reconnaissance du nom et de la renommée, mais de données biologiques qui ne peuvent entretenir aucun rapport avec le sujet, telles les arabesques insensées que mon pouce teinté d'encre a laissé sur une feuille de papier ou l'ordonnance de mes gènes dans la double hélice de l'ADN. Donc, on voit bien aussi, et on est obligé de faire ce lien, qu'il y a des correspondances, bon, évidemment d'asservissement de la population, mais on voit bien aussi qu'il y a des projets tout à fait eugénistes derrière. Je pense qu'il y a encore une fois, différents individus dans cette ambition de pouvoir totalitaire sur la planète qui ont tout à fait intérêt à créer du désordre. La question des attentats terroristes, c'est très intéressant pour pouvoir créer du désordre. On sait qu'à chaque fois, en tout cas, ce sont des témoignages de terrain que j'ai reçus dans différents endroits, dans différents pays qui ont été à un moment donné, qui ont subi beaucoup d'attaques terroristes. On sait qu'il y a des... C'est comme si on essayait d'allumer la mèche. Hein. On va envoyer des gens, on va envoyer des groupes, et puis on va essayer d'allumer la mèche, avec différents types d'exactions, jusqu'à faire plonger la population dans un climat à la fois de terreur, mais aussi de guerre civile. Hein. C'est clairement ce qui s'est passé notamment en Algérie, où j'ai reçu, j'ai eu beaucoup de témoignages de la période terroriste. Ça, c'est une première chose. C'est que je pense qu'il y a derrière les groupes terroristes, dont il faudrait vraiment avoir l'information de qui finance, comment, etc. Mais évidemment, on ne les aura jamais dans l'exhaustivité. Il y a des ambitions de créer davantage de chaos parce que dans ce chaos, dans ces guerres civiles, on va pouvoir mettre en place autre chose. Hein, et puis, il ne faut jamais oublier qu'il y a des marchands de guerre qui s'enrichissent, ces fameux pervers, hein, qui s'enrichissent, etc. aussi avec ce genre de situation chaotique. Donc ça, c'est une première chose et on le voit. Moi, j'ai passé mon enfance à Saint-Denis où il n'y avait pas, par exemple, du tout à l'époque, je n'ai pas de conflit religieux, etc. Et puis, petit à petit, parce que j'ai passé mes 20 premières années, au bout d'un moment, on a vu émerger, arriver des endoctrinements un petit peu sectaires, etc., qui sont financés. Donc, tout ceci, pour reprendre une question de Cicéron, à qui profite le crime? Absolument. Point. Ça, c'est une première chose. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, en France notamment, une tentative pour faire basculer la population avec des items langagiers, etc., créer davantage de haine, créer davantage de division, créer davantage de chaos,
pour que finalement cette union qui fait tant peur pour des ambitieux, ceux que j'appelle les passionnés du pouvoir, cette union des peuples, cette union populaire, ne puisse pas se faire. Bon, ça fait qu'il y a aussi plein de gens qui vont à un moment donné être tellement, encore une fois, dans cette contagion délirante que eux-mêmes et le pouvoir qui manipule compte sur ça. Il n'a pas assez de mercenaires. Donc il compte sur le fait que la population tombe dans le panneau, se laisse manipuler et devienne elle-même mercenaires, parce qu'on a affaire maintenant, je trouve, à la fois à un kaléidoscope idéologique, c'est-à-dire qu'on a plein d'idéologies au même moment, et finalement, il y en a bien une dans laquelle on va tomber. Parce que finalement, il y a bien un endroit où on a une blessure émotionnelle, il y a bien un endroit où on a un contentieux, il y a bien un endroit où il y en a quelque chose qui n'est pas complètement réglé, ou une identification, où on s'identifie plutôt à telle chose ou plutôt à telle autre, où on est plutôt blessé à cet endroit-là. Donc voilà. Et dans la mise en scène aujourd'hui de toutes ces idéologies, et puis parfois aussi, il y a tout simplement l'ignorance, c'est-à-dire que on n'a pas les outils de distinguer où serait on peut le sentir, on sent que ça a l'odeur du mensonge, etc., mais on ne sait pas dire où. Et je trouve que c'est donc de plus en plus difficile, et je pense qu'il faut aussi regarder à quel endroit on ne peut pas discuter, à quel endroit on veut m'obliger à prendre parti, à quel endroit on veut me faire du chantage émotionnel. Tout ça, ce sont des processus à regarder et avoir pour prudence de « je ne comprends pas la situation, je suspends mon jugement, je fais un pas de côté ». J'ai l'impression de voir les choses quand même souvent un petit peu en avance, mais ce n'est pas un côté visionnaire, c'est juste que je vais lire. Je vais juste lire les textes officiels. Donc ça me permet de les voir en avance. Ceux qui feraient la même chose, voilà. Donc souvent, je vois en avance, j'essaye d'avertir, on me rit au nez, on m'insulte, c'est à peu près mon vécu. Hein. Après, ça devient banalisé, et après, on me demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais si en 2017, mes collègues s'étaient mobilisés réellement, ils ne m'avaient pas tiré dans le dos en me disant « oh, dans les réseaux pédophiles, ça n'existe pas et on ne peut pas parler de procédés totalitaires parce que ça va faire peur à la population », on n'en serait pas là. Alors, je ne sais pas. En fait, c'est-à-dire que je me retrouve, moi aussi, dans cette situation à devoir négocier avec le déni des uns et des autres, avec les œillères des uns et des autres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'en sortir? Encore une fois, comme je l'explique dans mon livre sur la troisième partie, moi, je n'ai pas de solution collective, parce que le collectif est le groupe est la somme d'abord des individus, et dans le totalitarisme, il y a une régression psychique de groupe, de foule, de masse, hein, voilà, c'est le gouvernement de la masse en fait, le système totalitaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? D'abord que l'individu lui-même se décolle de cette régression psychique et qu'il reprenne son autonomie et qu'il reprenne sa faculté d'aspirer à la liberté, et qu'il se désendoctrine. On a affaire à des sortes d'endoctrinement sectaire, et donc ce qui se passe, c'est que pour certains, ils ne le verront que quand ils l'auront sous les yeux, vraiment, le dommage, la destructivité à laquelle a mené cet endoctrinement sectaire. Et que je me retrouvais dans une situation avec un gros conflit de loyauté qui était voilà, cet enfant est maltraité, gravement, mais si je signale ce cas, ça risque d'être pire que la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Je ne peux plus. Je suis en incapacité de savoir quoi faire. Donc, je suis sortie. J'ai arrêté les suivis d'enfants. Ça ne veut pas dire que la situation n'existe pas. Elle existe et elle est gravissime. Et après, j'ai su par d'autres collègues que, eh bien, il n'y avait pas que moi qui vivais ça, qu'on vivait quelque chose qui était de l'ordre de l'infiltration dans les institutions même, de lobby. Et je pense que l'éducation nationale fait partie des institutions aujourd'hui extrêmement infiltrées par des lobbies, et que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on supprime de plus en plus les profs, on va dire professionnalisés, pour les remplacer par des vacataires, et que ces lobbies ont d'autres enjeux. C'est l'infiltration par le cheval de Troie, quoi.
d'autres enjeux que la transmission du savoir aux enfants. Voilà. Et j'ai eu plusieurs témoignages qui me font penser ça, notamment sur le fait de détourner les enfants et de les amener à prendre des hormones, etc., à l'insu de leurs parents, et ça part de certains individus dans l'éducation nationale. Voilà. Mais qui ne sont pas des profs titularisés. Je me suis concentrée sur la question de la protection des enfants, mais on pourra aller bien plus loin dans les textes concernant les droits sexuels qui sont, de mon point de vue, des droits de prédateurs sur personnalités vulnérables. Donc on pourrait très bien mettre les handicapés, les personnes âgées, etc. Pour l'historique, c'est vraiment la professeure américaine Judith Reisman, professeure de droit d'université. Il faut savoir qu'elle n'a vraiment pas été la seule à dénoncer Kinsey. Il y a eu plusieurs universitaires, il y a eu le Lancet, il y a eu le Times Magazine. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de gens, mais en fait, l'influence des lobbies a été telle et le financement des lobbies a été tel que ces soi-disant recherches qui ont impliqué des viols d'enfants ont prévalu pour nous expliquer que l'enfant aurait une sexualité. Ce qui est très important, c'est que il y a eu une infiltration idéologique de la dite science par rapport à cette idée que l'enfant aurait une sexualité. Il y a même eu une infiltration par la sexologie, par une partie de la sexologie, parce qu'il y a beaucoup de sexologues qui sont d'accord avec nous. Et il y a eu aussi une infiltration dans la psychologie, la psychanalyse, qu'on arrive à retracer. Donc tout ceci, nous allons bientôt présenter aux gens nos travaux. Donc encore une fois, nous, notre école, c'est de dire qu'il y a une imposture idéologique, il y a une fraude idéologique et qu'elle commence avec Kinsey et l'idée que l'enfant aurait une sexualité. À partir du moment où on accepte cette continuité entre l'enfant aurait une sexualité, donc cette sexualité, donc mettre le terme même de sexualité qui est du registre de l'acte sexuel adulte dans le registre infantile, premièrement autorise la banalisation des abus entre enfants. Ouais. Et on le voit dans les discours. Or, ce qui est de plus en plus prédominant, y compris à l'issue de ces cours, c'est l'imitation des enfants entre eux, donc les traumas sexuels entre enfants. C'est un livre majeur pour comprendre l'imposture et la fraude présente dans ces textes, parce que on nous présente ça comme soi-disant une protection pour les enfants. En réalité, c'est une exposition et une initiation à la sexualité, au marchandage du corps, marchandisation des corps, etc. Et quand et au-delà de ça, la question des opérations, des mutilations des enfants, enfin, etc. Il y a énormément d'items. Et le terme même d'éducation sexuelle contre lequel je me bats depuis des années, alors qu'on me dit non, mais il est déjà rentré, c'est de la novlangue. On ne peut pas éduquer à une pulsion. L'éducation, c'est le contraire, c'est le fait de se contenir justement dans nos différentes pulsions pour pouvoir vivre ensemble. Donc c'est un paradoxe qu'on ne doit pas accepter parce qu'il ouvre tous les champs justement vers la pédophilie. Dire que par exemple je suis isolée dans cette idée que je serais la seule à dénoncer et à dire que l'enfant n'aurait pas de sexualité, finalement ils ont tous une sexualité. Bien nous, on ne suis pas du tout la seule, en fait. Et nous, en psychologie, nous avons tout, en psychologie du développement, en psychologie de la perversion, puisqu'il s'agit de nommer de la perversion. La perversion, c'est la confusion des langues. Et ça, on a un texte de 1930 et quelques de Ferenczi sur la confusion des langues entre l'adulte et l'enfant. L'adulte qui projette une sexualité sur l'enfant ou quelque chose d'ordre sexualisé, et l'enfant qui est un appel de langage de la tendresse. Donc, on voit bien que ce n'est pas nouveau, nous avons tout le corpus pour dénoncer la perversion. Donc, qui sont vous voyez, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire admettre et de banaliser des mots, ou par exemple de parler de masturbation infantile, des trucs comme ça. Ce sont des items pour admettre et banaliser l'idée que finalement, ah ben oui, maintenant, finalement, les enfants, ils partent tous à l'école maternelle, comme j'ai pu l'entendre d'une interview d'une sexologue. Cette sexualisation des enfants va à l'encontre de tout le corpus juridique contraignant en matière de protection des mineurs. Donc ça, je renvoie au livre de Virginie Rojorecchia. Vous avez une avocate qui écrit
qui passent des heures et des heures et des heures, des milliers d'heures à écrire un livre, parce que, bon, je suis un petit peu tannée, d'accord, de l'idéologie totalitaire, où elle amène tous les textes contraignants de loi pour se défendre par rapport à cette infiltration idéologique, je regarde qui reçoit cette avocate, qui parle de son livre. Eh bien non, vous voyez encore l'invisibilisation, c'est extraordinairement pernicieux. Nous savons très bien qu'un enfant qui va présenter une attitude sexualisée, c'est pas né de nulle part. Bien sûr. Et là, cette banalisation est extrêmement dangereuse. Voilà, cette banalisation de l'idée que les enfants auraient une sexualité est extrêmement dangereuse. Encore une fois, c'est pas pour défendre absolument Freud, mais que dit-il dans ses textes originels? Parle-t-il de sexualité infantile? Non. Alors, on a des traductions trafiquées et on a des gens qui ne savent pas lire des textes. Judith Reisman explique très clairement qu'il s'agit d'une volonté de pervertir, de traumatiser, de sexualiser, et que cette volonté, elle date d'il y a plusieurs décennies, que c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours les mêmes, on va toujours retrouver le même maillon, la même cartographie, à retrouver les mêmes institutions, etc., les mêmes lobbies. Et c'est ce que explique aussi Virginie Darault-Jorecchia. Dans ce colloque, elle a expliqué que l'idée, c'est de changer les représentations des gens pour changer la coutume et changer les lois. Cursus parallèles qui viennent contredire la psychologie du développement, et les psys, on ne les convoque pas. Alors en plus, on sait très bien, je veux dire, les psys, le tempérament du psy à la base n'est pas très militant. Hein. Donc on sait que ça va être facile. Et c'est très clair, c'était de notre collège d'experts psy et de professionnels en droit, en médecine et en psychologie. Notre école, c'est celle-là. S'il y en a d'autres, ils ont d'autres écoles, c'est autre chose, mais nous réclamons ça, et nous réclamons l'abolition des textes de l'OMS, etc. C'est pour avoir les idées claires aussi, encore une fois, par rapport à la confusion qui domine, et la confusion dans laquelle on essaye de nous mettre par rapport à nos propres discours pour caviarder nos discours. Et ça, c'est important. Donc, en termes de référence, parce que je vois, il y a le livre de Virginie Darault-Jorecchia, il y a mon livre L'imposture des droits sexuels, il y a le livre de Régis Bruno, Préserver l'innocence des enfants. Vous avez le colloque qu'on a fait le 13 mai, il y a énormément de choses pour l'instant sur mon site. Bien et sûr. Vous avez le Twitter de Honest, O-N-E-S-T, qu'on essaye voilà, de monter avec, je ne vous cache pas l'ensemble des menaces que nous recevons. À peine, il faut bien savoir que nous n'avons que très peu d'amis. Donc là, il y a tout un système où aussi on a mis les gens sous subvention, sous perfusion, etc. Et puis à un moment donné, ils découvrent, c'est-à-dire que j'ai certains psys qui commencent à découvrir que eux, ils ont bossé sur les programmes de prévention abus sexuels au sein de ce dispositif, et ce qu'ils ont fait, c'était très bien. Sauf que c'est au sein d'un dispositif pervers et ils n'avaient pas compris. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ceux qui ont ce projet totalitaire mondial n'ont pas les moyens de leur projet. Et donc, ils ont besoin de passer par un asservissement de contrôle numérique. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose qu'il faut regarder de très très près, et ce à quoi il faut réussir à s'opposer, ce qui est effectivement de toute façon très compliqué, puisqu'on voit ce déploiement se mettre en place dans l'inconscience la plus parfaite, ce fichage numérique, etc. C'est tracer quels sont les projets liés au contrôle mental sur l'être humain, les projets militaires, la DARPA, etc., ce qui s'est déjà fait. Parce que je pense qu'en fait, on ne nous transmet pas non plus l'intégralité des technologies ou des expérimentations de masse dont nous sommes l'objet. Je pense qu'on est vraiment dans une période de destruction de l'humanité qui démarre, et que nous allons devoir vraiment nous renforcer psychologiquement, moralement, spirituellement pour y faire face. La spiritualité, c'est déjà déterminer que nous sommes des êtres d'esprit, c'est-à-dire que nous ne sommes pas que des corps matériels. C'est un premier point fondamental, et que en somme, nous sommes des consciences de nature divine, au sens en lien avec. Après, les gens ils mettent les mots qu'ils veulent.
hein, mais avec une puissance créatrice qui est à l'intérieur de nous et qui se manifeste par la possibilité d'éprouver, d'expérimenter en nous une liberté infinie, le rapport à une liberté infinie et à une émotion d'amour infini. Donc, pour l'autre, pour son prochain, pour le vivant, pour la création. Et ça, c'est notre puissance. C'est pour ça que les gouvernements cherchent systématiquement à nous diviser et à créer de la haine entre nous. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Surtout que dans les pathologies que je cite, l'accès à l'amour, il est plutôt très éloigné et peu garanti. Donc, il s'agit de créer de la haine, de créer de la peur pour que, surtout, il n'y ait pas cette puissance qui circule entre nous. Ça, c'est, je pense, un point très important. Et c'est donc, à partir de là, chaque religion, je ne parle pas évidemment du satanisme, mais je veux parler des religions monothéistes traditionnelles, qui signifie religarer, relier les hommes entre eux. Hein. Elles ont un esprit et une lettre. Si on prend la religion à la lettre, c'est-à-dire qu'on lit de façon idiote les textes, ça fait du protocole Covid. Ça fait de la même chose. De covidisme. Voilà. C'est exactement. Donc, si on comprend l'esprit, c'est-à-dire quelle est l'idée derrière, quelle est la métaphore, quel est le symbole, de quoi ça nous parle pour nous améliorer dans cette dimension d'amour, eh bien, c'est pas du tout la même lecture. Et ce sont des lectures radicalement opposées. La spiritualité est absolument fondamentale, qu'elle est liée à la morale, c'est-à-dire à la question de nos valeurs. Et qu'il est vraiment aujourd'hui temps de se demander quelle est pour moi la définition d'un être humain, quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs que je souhaite faire régner dans une société pour que simplement ça devienne viable entre nous. Est-ce que c'est la loi du plus fort? Est-ce que c'est la protection des plus vulnérables? Est-ce que le lien mère-bébé sacré? Est-ce que l'être humain se marchande, peut se vendre en pièces détachées, en trafic d'organes, même ne serait-ce que vendre son propre corps? Et là, on a énormément. Est-ce que la fin justifie les moyens, comme j'en parle dans mon livre? La fonction des humanistes au travers des siècles, et notamment des âges obscurs, je pense quand même que c'est notamment le rôle des personnes, des individus conscients de la catastrophe, c'est de transmettre, de créer des îlots de savoir. On a la même chose sur les questions en agriculture, des véritables semences anciennes, etc., par rapport aux trucs trafiqués, hybrides, transgéniques, etc. Il y a une responsabilité. Le totalitarisme, il vise toujours à nous couper de nos racines à tous les niveaux, et y compris donc dans ces savoir-faire anciens, ces connaissances anciennes, ces semences anciennes, ces livres anciens. Et donc, il y a aussi, j'encourage beaucoup depuis des années, ceux qui ne savent pas quoi faire, eh bien, à archiver pour un futur, pour une prochaine transmission. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'ère de la reproduction technique, comme le disait Walter Benjamin, que en réalité, nous ne sommes pas à l'ère du plus grand effacement de culture qui ait lieu. D'ailleurs, de toute façon, cancel culture, ça ne veut rien dire. La culture, elle est là pour conserver, elle n'est pas là pour effacer.